أستاذ أبشير رئيس المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي على الاستضافة. شكرا لفرع المنتدى بمدينة بن ملال على تسليح أستاذ الزميل رئيس نبيل حمينة. شكرا للجنة المنظمة، وإن شاء الله سأتناول في هذا العرض الذي سيكون باللغة الفرنسية إلا ما كاينش شي مانع. تفضل مكي. ف تتبان لكم لا بريزونطاسيون؟ مازال تري بيان. سي بون؟ الآن كتبان. نعم كتبان. إذا شكرا جزيلا. فغادي نحاول في هذه المداخلة باش نعطي واحد النبذة على يعني مسار الإصلاح ولو بعجالة، وخصوصا سأتوقف عند المكتسبات وكذلك التحديات ويعني خارطة طريق بالنسبة للمستقبل. فكما تعلمون يعني vous le savez, le système d'enseignement supérieur est un système, comme l'a bien expliqué le professeur Nabil Hmina, c'est un système qui est en perpétuelle évolution, et c'est normal parce qu'il faut adapter le système de formation aux exigences et aux changements finalement qui affectent le milieu pour lequel on est en train finalement de préparer les lauréats de ce système. Quelques étapes principales donc, concernant le processus de réforme du système d'enseignement supérieur. D'abord, la réforme de 1975, en fait, qui a institué la décentralisation des institutions d'enseignement universitaire, parce qu'il faut rappeler que, à part bien sûr l'université Qarawiyyin et Kulliyat Ben Youssef, la première université, la première université moderne, c'était l'université Mohammed V, qui a été créée à Rabat. Et par conséquent, on a créé en fait après donc des établissements d'enseignement supérieur, d'abord à Fès, à Casa, Fès, Marrakech. Et c'est après qu'on a créé d'autres universités. Donc, mais l'enseignement supérieur à une certaine époque était centralisé à Rabat et puis quelques villes, Rabat, Casa, Marrakech et Fès. De 86 à 2000, en fait, il y a eu l'extension et la diversification de l'offre universitaire avec la création de 14 universités, 73 établissements couvrant les 12 régions. En 2000, une réforme globale du système d'enseignement supérieur au Maroc et l'adoption de la loi 0100. Cette loi, à titre de rappel, c'était pour mettre en application finalement ce que la charte a préconisé, et la charte qui a été élaborée suite à un consensus national dans lequel donc auquel on prépare toutes les forces vives de la nation. Et par conséquent, pour assurer l'applicabilité de cette charte en ce qui concerne l'enseignement supérieur, donc il y a eu l'adoption de la loi 0100. Et puis évidemment, bon, il y avait bien entendu le plan d'urgence pour pouvoir dynamiser un peu, si vous voulez, la mise en œuvre de la réforme. Et à partir donc de 2015, il y a eu la vision stratégique à l'horizon 2030, d'accord, qui a été donc élaborée par le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et suite à cela, donc pour pouvoir assurer la mise en œuvre de cette vision stratégique, indépendamment des changements gouvernementaux donc, qui pourraient donc suivre au fil donc, des processus électoraux, il y a eu l'adoption de la loi cadre 51-17. Alors, quels sont les acquis finalement de ce processus? Alors, les acquis de ce processus, il y a d'abord une diversité des institutions de formation. D'abord, en termes de composantes, on a l'enseignement public, dans lequel on a
2 universités qui sont sous la tutelle, bien sûr, du ministère, puis une université, l'université Qaraouien, qui est maintenant sous la tutelle du ministère des Habous. L'université, une université publique à gestion privée, c'est l'université Al-Akhawain, qui, elle, a sa propre loi, et par conséquent, n'oubliez pas à la loi 0100. Et puis, il y a les établissements de formation des cadres, dont 30 établissements sont considérés comme étant des établissements ne relevant pas des universités parce qu'ils satisfont à une partie des provisions de la loi 0100. Et puis, il y a les universités et les établissements créés dans le cadre du partenariat, 5 universités. D'accord, l'université Mohamed VI des sciences de la santé, l'université Mohamed VI Polytechnique de Negré, l'université Euromed de Fès, l'université internationale Aboul Qasis des sciences de la santé et l'université internationale de Rabat. Et puis 2 établissements créés dans le cadre du partenariat. Et l'enseignement privé, c'est-à-dire quand on dit privé, ça veut dire à but lucratif, parce que les établissements créés dans le cadre du partenariat sont essentiellement des établissements et des universités à but non lucratif. Des universités privées, donc il y en a 5, d'accord, et puis 150 établissements d'enseignement supérieur privés autorisés et ouverts. Donc ça dénote, si vous voulez, d'une richesse en matière de diversité des institutions de formation. Mais ce qu'il faut noter, c'est que malgré cette diversité, il y a quand même une unicité de la tutelle pédagogique. Comme je dis, à part finalement l'université Al-Akhawain qui a sa propre loi, toutes les autres universités donc, sont régies par la loi 0100 et sont par conséquent sous l'autorité pédagogique du département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et puis, il y a, comme ça a été noté par ce qu'a dit le professeur Sehmina, une diversité de l'offre de formation. On a maintenant, en 2019-2020, 3500 filières accréditées et couvrant différents domaines. 45% de ces filières sont dans le domaine des sciences et techniques, 28% dans le domaine des sciences juridiques, économiques et sociales, et 27% dans le domaine des lettres et sciences humaines. Pardon. Et par cycle de formation, donc on a les formations Bac plus 5, 46% quand même, Bac plus 3, 36%, et puis 11% pour le doctorat, médecine 1%, et les Bac plus 2, 6%. Parmi les acquis également, un meilleur accès à l'enseignement supérieur. Donc, comme vous pouvez le voir à partir de ce graphe, l'évolution des effectifs uniquement des universités publiques. On est passé d'un effectif d'étudiants en 2009-2010, pratiquement 300 000, à près de 900 000 en 2018-2019. Donc, ça démontre un peu, donc on a multiplié pendant une décennie pratiquement, on a multiplié les effectifs par 3, ce qui pose bien sûr un certain nombre de défis dont on va parler par la suite. Parmi les acquis, il y a aussi la gouvernance. Alors, la gouvernance, d'abord la redéfinition du rôle de l'État, d'accord, en termes de planificateur, régulateur et évaluateur. Un nouveau statut pour les universités comme étant des établissements publics dotés de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique, administrative et financière. Une nouvelle organisation des universités qui repose sur 2 piliers, à savoir le conseil de l'université qui a un pouvoir décisionnel et les conseils d'établissement universitaires qui sont à titre consultatif. Et puis l'élargissement des missions de l'université qui lui permet une plus grande diversification de ses sources de financement, à savoir la possibilité de faire des formations continues, des prestations de services et même de créer des sociétés. En termes de régulation, il y a la loi 0100 qui a défini le rôle et la responsabilité du ministère et a prévu des instances de coordination et de régulation, à savoir la Commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur, la CNACES, mise en place en juin 2003, la Commission de coordination de l'enseignement supérieur privé, la COSES, mise en place en avril 2005, et le Conseil de coordination des établissements ne relevant pas des universités, qui a été créé en 2009. Et puis, il y a aussi des instances ad hoc pour faciliter la coordination et agir comme force de proposition. La conférence de la CPO, la conférence des présidents d'université,
Les réseaux d'établissements qui constituent un espace de réflexion, de communication, d'échange, d'expérience et de, comme je dis, de force de proposition. Chaque réseau est constitué par des doyens des facultés ou des directeurs d'école et il est coordonné par un président d'université. Alors, en matière de, quels sont les acquis en matière de réforme pédagogique? D'abord, l'adoption de l'architecture pédagogique LMD et par conséquent une meilleure ouverture du système à l'international, ce qui permet par exemple de faire des mobilités d'étudiants, des passerelles vers des formations à l'international et même des doubles diplomations également. Et beaucoup d'établissements, beaucoup d'universitaires ont finalement profité de cette ouverture. Il y a une capitalisation des acquis pour les étudiants parce que, en principe, un module validé est acquis. Bon, bien sûr, on n'a pas eu le système, je reviendrai par après, on n'a pas eu le système de crédit pour pouvoir mieux profiter finalement de cette capitalisation. L'adoption de normes pédagogiques, tous les diplômes nationaux sont régis par des cahiers de normes pédagogiques. Un processus d'accréditation pour des durées limitées, ce qui permet finalement de cultiver cette culture d'évaluation et d'assurance qualité. La création de filières à l'initiative d'équipes pédagogiques, donc ce qui permet des possibilités d'innovation, des réponses aux besoins du secteur économique, un décloisonnement, et ça c'est vraiment très important, un décloisonnement des formations parce qu'auparavant, avant 2000, avant la réforme de 2000, les filières, les programmes de formation étaient cloisonnés dans des départements. Ce qui, évidemment, bien entendu, ne permet pas une diversification au niveau de l'offre de formation. Et puis, une professionnalisation des formations par la création notamment des licences professionnelles et des masters spécialisés. Un acquis également important, c'est l'assurance qualité. Bien sûr, les motivations pour l'adoption d'un processus d'assurance qualité, évidemment, sont multiples, à savoir, par exemple, l'augmentation des effectifs d'étudiants et la diversité des prestataires nécessitent qu'il y ait quand même un système d'assurance qualité pour que l'augmentation des effectifs ne se fasse pas au détriment de la qualité et pour que tous les prestataires, finalement, assurent un minimum de qualité assuré par le processus d'accréditation. La nécessité également de s'adapter à un environnement concurrentiel et en évolution continue. Et puis, l'alignement sur les standards internationaux. Il faut savoir une chose, c'est que on est en train de préparer des lauréats, mais pour évoluer dans une économie globale, et par conséquent, les standards de qualité ne peuvent être perçus et envisagés qu'à titre finalement global. Cette assurance qualité est assurée par des instances, donc il y a l'instance nationale d'évaluation qui est créée en 2006 au sein du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, qui s'occupe des évaluations globales, sectorielles, thématiques des politiques et des programmes publics du système éducatif. Ils assurent également une veille de la collecte des données d'information sur le système éducatif. Et on a eu pas mal de rapports finalement qui ont été très instructifs, qui ont été élaborés par cette instance. Et puis il y a l'Agence nationale d'évaluation et d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui est créée en 2014 par une loi qui s'occupe de l'évaluation des filières de formation, mais également de l'évaluation institutionnelle, de la formation, de la recherche, de la coopération. Et bien sûr, cette agence a depuis 2017 donc, commencé l'évaluation des filières, mais maintenant cette année, donc, il commence l'évaluation également institutionnelle. Donc, les trois niveaux d'évaluation, donc il y a le niveau macro, si vous voulez, c'est ce que fait l'instance nationale d'évaluation. Et puis, il y a l'évaluation méso, si on ose dire, et micro, ça veut dire l'évaluation donc institutionnelle et l'évaluation des programmes de formation. Alors, ces deux évaluations sont assurées par l'Agence nationale d'évaluation et d'assurance qualité, l'ANIAC.
Donc, pas mal d'acquis, mais également pas mal de défis. Alors, les défis, c'est d'abord des problèmes au niveau de la gouvernance, au niveau des universités publiques, parce qu'on a des conseils d'université pléthoriques où il est très difficile de prendre des décisions. Une non-concordance des mandats et des projets de développement entre le président d'université et les chefs d'établissement. On a par exemple quand un président d'université peut commencer son mandat, alors que les chefs d'établissement qui sont censés finalement mettre en œuvre son projet de développement sont à la moitié ou à la fin de leur mandat, par exemple. La gouvernance pédagogique également. Pourquoi? Parce que, bien entendu, la flexibilité et la prise d'initiative par des équipes pédagogiques, c'est une bonne chose, mais parfois on assiste à des dérives, il faut le dire, où on a des filières parfois personnalisées, master dial flan, doctorat dial flan. Par conséquent, ça c'est quelque chose qu'il faudra donc adresser et traiter au niveau des amendements et des révisions qui doivent être faites, donc notamment au niveau de la loi 0100 et au niveau des cahiers des normes pédagogiques. Des filières encore cloisonnées au niveau des établissements, donc on est passé d'un décloisonnement au niveau des départements, mais on est cloisonné toujours au niveau des établissements, alors que des filières décloisonnées au niveau de l'université pourraient donner beaucoup plus de flexibilité pour répondre finalement aux besoins du milieu socio-économique. La visibilité de l'offre, parfois on a des intitulés qui ne correspondent pas au contenu. Donc, et ça, c'est une problématique donc, au niveau de certaines filières. Donc, il faudrait adresser également cette question-là. Au niveau des établissements privés, beaucoup d'établissements sont encore gérés en tant qu'entreprise familiale. Et donc, ça ne concorde pas finalement avec la mission finalement de service public et à long terme d'un établissement de formation. Donc, ça, c'est également quelque chose qu'il faudra adresser au niveau des amendements qui doivent être faits au niveau donc, des textes législatifs et notamment dans la révision de la loi 0100. On a également comme vous le savez, donc on a essentiellement au niveau des universités deux régimes d'accès. Il y a l'accès régulé, bien entendu, et l'accès ouvert. Et puis au niveau des établissements à accès ouvert, on a des filières à accès régulé. Et on a vraiment un grand déséquilibre, finalement, entre les établissements appartenant à chaque régime d'accès. Alors, ce déséquilibre, on peut le voir au niveau des effectifs. Alors, je présente là les effectifs de 2019-2020. Pratiquement un peu plus d'1 million d'étudiants. 79% de ces étudiants sont dans l'accès ouvert, dans l'accès universitaire public ouvert. Et ces 79% ne sont pas bien répartis, ne sont pas uniformément, si vous voulez, ou équilibrés entre les domaines de formation. Les sciences juridiques, économiques et sociales, par exemple, concentrent 56%. Uniquement 29% au niveau des lettres et sciences humaines, et encore moins 15% uniquement au niveau des sciences et techniques. Alors qu'au niveau des bacheliers, c'est plutôt les sciences et techniques qui sont, si vous voulez, majoritaires. Alors, au niveau du système régulé, c'est uniquement 12%. Les établissements publics non universitaires, ils ont 4%. Et le privé, le partenariat, 5%. Donc, on voit bien un déséquilibre de la répartition, si vous voulez, des effectifs des étudiants entre les différentes composantes du système. C'est la même chose au niveau des inscrits. Alors, au niveau des enseignants permanents, le déséquilibre est vraiment très, très manifeste au niveau du taux d'encadrement. Pour les universités publiques à accès ouvert, en moyenne, on a 93 étudiants par enseignant. Et même, si vous voulez, ce chiffre moyen cache une disparité au niveau des différents domaines. Si vous voulez, les sciences juridiques, économiques et sociales, on a en moyenne 213 étudiants par enseignant. Lettres et sciences humaines, 81, et en sciences techniques, 30 étudiants par enseignant. Alors que
Au niveau des établissements à accès régulé, on a 21 étudiants par enseignant. Au niveau des établissements publics non universitaires, 12 étudiants par enseignant. Et au niveau du privé partenariat, 22 étudiants par enseignant. Bien sûr, là, on ne compte que les enseignants, bien entendu, les enseignants permanents. Donc, vous voyez un peu le déséquilibre, finalement, ça aussi, c'est si vous voulez, c'est un défi pour notre système. Alors, des dysfonctionnements au niveau de l'accès au vert, l'absence d'un système d'orientation, bien sûr, c'est ce déséquilibre, il est dû à l'absence d'un système d'orientation et de régulation d'orientation. Donc, on se retrouve avec beaucoup d'étudiants qui sont en fait orientés par défaut, hein, ce qui crée des problèmes, bien sûr, de motivation pour leur formation. Une transition brusque entre le secondaire et le supérieur, ce n'est pas une transition qui se fait de façon, si vous voulez, très, très progressive. Un manque de projets professionnels, finalement, pour les étudiants. Une fracture linguistique entre le secondaire et le supérieur. Un faible rendement interne qui est en fait une conséquence, si vous voulez, de tous ces problèmes. D'abord le décrochage, et puis aussi au niveau de la période d'obtention du diplôme, même pour ceux qui arrivent à avoir un diplôme finalement, ils ne l'ont pas au niveau de au niveau de la licence, par exemple, au niveau de 3 ans, mais plutôt au niveau de 4 à 5 ans, voire plus. Bien sûr, il y a des problèmes d'insertion. Alors, les problèmes d'insertion, il faut noter une chose, c'est que d'abord, il y a peu de création d'emplois, si vous voulez. Notre économie ne génère pas suffisamment d'emplois. Au niveau de l'ASA, c'est un problème structurel, donc au niveau de notre économie. Il y a bien, mais à côté de cela, bien sûr, il y a un manque de formation transversale chez les étudiants. Hein. Il y a des étudiants, par exemple, qui, sur le plan technique, ont un bagage assez bon, mais qui ont des problèmes, si vous voulez, en matière d'expression linguistique, en matière de compétences transversales, ce qu'on appelle communément les soft skills. Les contenus de certaines filières qui sont classiques et qui ne sont pas adaptés aux besoins actuels du marché. Il y a aussi, on a très peu d'organes de suivi de l'insertion des lauréats. D'accord? Peu de, si vous voulez, d'interface entre l'université et le monde socio-économique. Et puis, une faible culture entrepreneuriale. La pédagogie, on a encore, si vous voulez, en grande partie une approche plutôt par contenu que par compétence. Une pédagogie traditionnelle où l'enseignant joue le rôle de pourvoyeur du savoir. Peu de formation, par exemple, par projet, peu de formation alternée. Une intégration insuffisante des nouvelles technologies donc, dans le développement du e-learning. Et ça, évidemment, on a vu combien l'e-learning et l'enseignement à distance et les nouvelles technologies peuvent être salvatrices. Par exemple, c'est ce qui nous a permis, finalement, au niveau de cette situation du Covid, d'assurer la continuité pédagogique. Est-ce qu'on... Pardon? طاهر ما بقيناش كنشوفوا معك La présentation, exactement. أنا رجع. C'est pas pour Comchet. Pardon? C'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, النقطة اللي وصلت فيها. Alors, les défis, on a les problèmes de gouvernance, les déséquilibres, les dysfonctionnements. Donc, les méthodes pédagogiques. Donc, les méthodes pédagogiques, on a l'approche par contenu, la pédagogie traditionnelle, l'intégration des nouvelles technologies, la faible implication du secteur socio-économique au niveau de la conception et de la mise en œuvre des filières de formation, le non-parachèvement du système LMD parce qu'on n'a pas, par exemple, mis en œuvre le système de crédit, on n'a pas mis en œuvre le supplément au diplôme, ce qui limite un peu donc, cette mobilité des étudiants, notamment l'utilisation de passerelles, la capitalisation. D'accord? Une mobilité insuffisante, évidemment. Au niveau national, pratiquement, on n'a pas de mobilité nationale. On a un peu de mobilité donc, au niveau international.
surtout dans les établissements à accès régulé, et donc une faible utilisation des possibilités de passerelles. Les passerelles sont prévues théoriquement, mais dans la pratique, c'est très difficile, donc ils sont très peu utilisés. Alors le futur, donc on a une feuille de route très claire. Il y a d'abord les instructions, bien sûr, de Sa Majesté. La mise en œuvre de la loi cadre. En premier lieu, la révision de la loi 0100, c'est un chantier qui est en cours. La mise en œuvre donc, de la loi cadre via des projets basés sur le concept de contractualisation que l'université marocaine a eu donc a fait son expérience, si vous voulez, lors du programme d'urgence, et ça a montré finalement, si vous voulez, l'efficience et l'efficacité du système. Donc la contractualisation est vraiment très importante. Et donc actuellement, donc des projets on a 16 projets. Les projets sont, si vous voulez, donc pour divers aspects, ils sont afférents à quatre programmes, si vous voulez, parce qu'il faudrait aussi que la mise en œuvre de la loi cadre 51-17 soit faite en cohérence avec la loi de finances. La loi de finances qui a donc 4 programmes: programme enseignement supérieur, recherche scientifique, gouvernance, et puis service de soutien aux étudiants. Donc on a 16 projets, si vous voulez, pour ces 4 programmes, avec des objectifs, avec des indicateurs, et donc les universités sont en train de travailler sur ces projets pour servir, si vous voulez, de base de contractualisation avec les universités. Comme ça, si vous voulez, la mise en œuvre de la politique des moyens par rapport à des résultats donc, qui doivent être délivrés. Et dans le cœur de tout cela, bien sûr, il y a la réforme pédagogique que Monsieur le Président, donc vous avez bien voulu en parler. C'est la révision, si vous voulez, des programmes de licence et le programme bachelor qu'on a eu l'occasion donc de présenter donc au niveau des diverses universités. C'est un programme qui est toujours de mise. Bien sûr, le Covid a fait que il y a eu un retard, mais évidemment, donc tout ce qui a été fait, donc c'est un travail dans lequel les collègues enseignants, notamment donc si vous voulez, ont énormément travaillé, les structures, les départements, au niveau des établissements, au niveau des universités, et bien entendu au niveau des instances ad hoc, les réseaux, au niveau de la CPU et bien entendu au niveau également du ministère. Donc un travail énorme a été fait. On a beaucoup d'acquis. Il faudra finalement donc rectifier ce capital donc on a bâti ensemble. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et j'espère